Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores, numéro 191 du menu crowdfunding. On approche dangereusement du numéro 200. J'espère juste que le numéro 200 tombera pas pile poil une semaine où il y aura que dalle, histoire de célébrer un petit peu tous ensemble. Tiens, juste par curiosité, je vais checker en direct live. Ce sera quand 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ce sera théoriquement pour la fin octobre. Ça va. On aura probablement de belles semaines avec plein de beaux projets à ce moment-là. C'est cool. Bon, ça n'a aucune importance en réalité, puisque cette semaine, on est là pour parler des projets de la semaine, bien évidemment. Et il faut quand même dire qu'il y en a quelques-uns qui sont relativement intéressants. On a une plutôt belle semaine pour un mois d'août qui est généralement assez terne. Et d'ailleurs, la semaine dernière, il y avait déjà quelques projets assez sympas. Donc même si c'est loin d'être la période la plus faste sur Kickstarter et GameFound, il y a quand même quelques petits trucs à se mettre sous la dent. Du coup, sans plus tarder, on va directement se lancer dans les trois parties habituelles, entrée, plat et dessert, parce que oui, aujourd'hui, il y aura un dessert, il y aurait presque pu en avoir deux en réalité, mais bon, il y en a un qui est déjà un jeu très connu, déjà sorti dans le commerce, qui est juste deluxifié à outrance, donc je le mets dans les plats principaux, mais il y aura un dessert quand même. Allez, on est parti. On commence tout de suite avec Prestige. Prestige, le second, je crois, troisième projet de Skellig, un éditeur allemand sur Kickstarter. Ils avaient d'abord proposé Weimar, c'est vrai, et puis Click a Trick était un jeu de Uwe Rosenberg. Et donc, après un jeu de Matthias Kramer, très connu lui aussi, et un jeu de Uwe Rosenberg, il nous propose un nouveau jeu, cette fois-ci, qui est l'œuvre de Stefan Kretschmann. Lui, pour le coup, je connais pas, c'est peut-être un primo auteur, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, Prestige, pour l'instant, c'est 210 contributeurs et 16 000 euros d'engrangés. C'est donc un projet financé 11 jours avant la fin de la campagne. On est sur un jeu de pose d'ouvriers, de gestion de ressources, où l'on va construire des châteaux, et on va essayer de construire, vous l'aurez compris vers le titre, les châteaux les plus prestigieux autour de la tablée pour espérer l'emporter. C'est pour 2 à 4 joueurs, pour des parties de 30 à 45 minutes par joueur autour de la table, donc potentiellement assez long si on dépasse les 2 joueurs, et le français est disponible durant la campagne, donc ça aussi c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Et donc je vous l'ai dit, un jeu purement euro, de placement d'ouvriers, de gestion de ressources. Vous allez construire et upgrader au fur et à mesure vos châteaux, les pièces qui le composent, etc. Avec un assez beau matériel, même si il y a un côté très allemand aussi avec les petits cubes, les petits meeples très très standardisés pour le coup, mais globalement ça présente quand même plutôt pas mal, c'est joliment illustré qui plus est, et il y a un petit mécanisme de scoring qui a l'air d'être assez intéressant, puisque vous aurez toujours en permanence deux pistes, enfin pas deux pistes de scoring, mais de jetons de scoring qu'il faudra essayer de tenir assez proches l'un de l'autre, puisque plus ils s'éloignent, plus vous souffrirez de points négatifs en fin de partie. Donc voilà, ça peut être assez intéressant. Le tout se passe sur, je crois, 3 ou 4 années au fur et à mesure que vous bâtissez votre château, que vous utilisez des ressources de plus en plus raffinées, etc. Voilà ce qu'il en est pour un petit aperçu de Prestige. Très rapidement, les niveaux de pledge. Il y en a ici donc le jeu de base, 50 euros. Sinon, on a un pledge à 90 euros avec de la deluxification, avec du Meeple Screen Print, avec des pièces de métal, et puis également avec des plateaux un petit peu mieux, peut-être double épaisseur, j'imagine. Voilà donc pour ce qui est de Prestige, nouveau projet de Skellig, qui est un jeu qui a l'air d'être relativement intéressant sur le papier. Bon, j'ai pas un jeu que j'irais backer pour autant, mais il a l'air d'être assez intéressant, assez intriguant à minima. Vous me direz ce que vous en pensez. On reste sur un projet européen, mais cette fois-ci anglais, ça nous vient de Swindon, au Royaume-Uni. C'est le premier projet de Nick Warren, qui est à l'origine un artiste illustrateur sur PC, quoi, on va dire, qui se lance dans la création de jeux de plateau avec Crimson Keep, qui est un jeu pour 1 à 2 joueurs, donc fondamentalement un jeu de duel, avec deux factions asymétriques qui vont essayer de construire un énorme donjon sur une île paumée au milieu de l'océan, avec un monolithe qui en fait va laisser
comment dirais-je, s'échapper un dragon millénaire qui va tout détruire sur son passage. Donc on va devoir construire des donjons susceptibles de lui résister, avec bien sûr de l'évolution de factions, un petit peu d'asymétrie, c'était quoi le truc au cœur déjà, voilà, Tower Building, donc c'est ce que j'ai dit là, construction de donjons. Cette collection également est un jeu hautement stratégique pour des parties de 90 à 120 minutes, avec une DA assez iconoclaste, assez originale, j'ai envie de dire. Pas vilaine, je dirais pas que je suis un grand fan, mais c'est pas un repoussoir non plus, ça a le mérite d'être assez original. J'aime bien le fait que quand vous upgradez des cartes, vous donc retournez la carte en question et elle change légèrement en termes d'illustration pour signifier l'évolution. Il y a du plateau double épaisseur. Pour un primo-éditeur, ça présente plutôt pas mal. On a des petites tug boxes pour ranger le matériel de chacune des deux factions avec une fermeture aimantée, etc. Donc ouais, non, il a fait quand même pas mal d'efforts pour présenter un premier projet relativement ambitieux, toute proportion gardée. Ceci étant dit, vous l'avez vu, pour l'instant, ça pédale un petit peu dans la spoule, on est à 90 contributeurs environ, seulement 5000 € d'engrangés, il en faudra 3 fois plus, même un peu plus de 3 fois plus, pour espérer financer Crimson Keep. 18 jours avant la fin de la campagne, bon, ça risque d'être un petit peu ric-rac, peut-être que la meilleure solution soit de faire un petit peu plus de communication et de revenir dans quelques mois. Pour ce qui est des pledge levels rapidement, on a un pledge de base à 50 livres, donc ça équivaut à 58 €. Et puis ensuite, on a un pledge à 90, où cette fois-ci, vous allez juste avoir des runes avec votre propre rune, j'imagine avec vos initiales, qui intégreront la boîte. Ça n'a pas un grand intérêt, c'est plus du mécénat qu'autre chose. Il y a aussi une couverture de boîte, ça coûtera environ donc 105 €. C'est quand même pas donné, surtout pour un primo-éditeur. Vous me direz ce que vous en pensez quand même, parce que c'est un projet assez original, qui a des apparences assez uniques pour le coup, même si ça ne m'attire pas outre mesure. Voilà pour Crimson Keep, 86 contributeurs, 18 jours avant la fin de la campagne. On enchaîne avec Wanted Wombats. J'en avais parlé très brièvement lors d'un pourboire et des bois, donc c'est ce segment vidéo que je fais une fois par mois généralement pour présenter les entrées et les sorties de ma bibliothèque, parce que je l'avais reçu un petit peu en avant-première à Cannes, parce que c'est un éditeur, donc Barrel Age Games, qui fait partie de l'agence pour laquelle je travaille, et donc on a vu des pré-copies, en fait, des copies qui ne ressemblaient pas à ça d'ailleurs, hein, beaucoup plus cheap, de Wanted Wombat. C'est le nouveau jeu de Kaya Miyano, l'auteur japonais de Trio quand même, donc assez connu et reconnu. Il n'avait pas réussi à trouver de partenaire pour celui-ci, et du coup Barrel Age Games s'est porté acquéreur de la licence pour la totalité de la planète, sauf le Japon bien évidemment. Et du coup, il lance une campagne de pré-production pour Wanted Wombats. Pour l'instant, 166 contributeurs, 4000 € d'engrangés, c'est financé. L'objectif de financement est extrêmement bas parce qu'en fait, on sait que le jeu va être produit. C'est juste pour filer un coup de pouce en termes de production au début, mais bon, c'est pas un jeu très onéreux de toute façon. C'est pour 2 à 6 joueurs à partir de n'importe quel âge. Bon, c'est vraiment très simple. À partir de 5 ans, ça peut être joué. Ça ne prend qu'une minute à apprendre et environ 10 minutes pour une partie. C'est essentiellement un jeu de push your luck avec différentes valeurs de Wombat. Ça a l'air d'être un jeu extrêmement fun. Ça a l'air, disais-je, parce que j'ai pas joué au jeu. En fait, je l'ai offert à un ami qui pourra y jouer avec ses enfants. C'est plus un jeu pour lui. Je pense qu'il aurait trouvé sa place dans la pile de la honte assez rapidement. C'est juste pas mon type de jeu, ça m'attire pas outre mesure, mais bon, c'est du Kaya Miyano, il y a quand même un petit gage de qualité derrière. Si vous aimez les petits jeux assez rapides, assez mignons, assez nerveux, peut-être que Wanted Wombats est un jeu pour vous. Pour ce qui est des niveaux de pledge, on a ici Wanted Wombat Deluxe Edition avec un playmat, le tout pour 25 $, donc le jeu plus le playmat. Et puis, sinon, si vous voulez juste Wanted Wombats sans deluxification, c'est 15 $, donc on est vraiment sur un jeu très peu onéreux. C'est aussi l'occasion de se faire des petits pledges groupés, éventuellement pour ceux que ça pourrait intéresser. Il y a aussi un all-in Game Night Bundle qui regroupe en fait toutes les sorties jusqu'à ce jour de l'éditeur, à savoir par exemple Wanted Wombats ou encore Stool Pigeon qui est très sympa pour le coup, lui, Fortitude, 45 c'est ça. Il y a quoi? Il y a Plantopia et Free to Play par exemple. Je connais pas tous les jeux, mais je sais que Stool Pigeon est assez sympa pour le coup. Voilà pour ce qui est donc Wanted Wombats, 166 contributeurs, 4000 € d'engrangés, 18 jours avant la fin de la campagne.
Alors je me suis littéralement fait engueuler la semaine dernière en commentaire parce que j'avais pas mentionné le dernier verset. Bon, c'était une engueulade tout à fait bon enfant, hein, les gens savaient en réalité que je ne pouvais pas parler de ce dernier verset parce qu'en fait tout simplement la campagne s'est lancée le samedi et que j'enregistre le menu le vendredi. Donc je ne pouvais tout simplement pas en parler, mais voilà, avec un tout petit peu de retard, le dernier verset, donc le nouveau projet de notre cher Etrigan, qui pour l'instant se porte très bien, 403 contributeurs, prenez ça avec un petit peu de pincette ceci dit, puisque comme je l'ai dit, il s'est lancé samedi dernier, donc il a un petit peu plus de jours derrière lui que les campagnes fraîchement arrivées mardi, comme les autres en général. 403 contributeurs, disais-je, 11 800 € d'engrangés 24 jours avant la fin de la campagne pour le dernier verset, qui vous propose d'incarner un pistolero mort et qui, à la fin de sa vie, se retrouve sur un étrange sentier qui le mènera tout droit à un saloon d'un genre tout à fait particulier, un bar qui s'appelle le Psaume oublié, dans lequel vous allez avoir affaire à différents personnages qui ont, que vous le vouliez ou non, que vous vous en souveniez ou non, impacter votre vie, on va dire, des actes qui auront eu un impact sur la vie des personnes en question également, et ces personnes vous allez les affronter en duel de blackjack, mais un blackjack un petit peu revisité comme vous le voyez ici, chacun des duels qui s'appellent donc des versets proposant des règles légèrement différentes à celles du blackjack classique, on va dire. Les adversaires auront des spécificités, vous aurez vous aussi des compétences un petit peu particulières, et donc chaque duel qui s'emportera, enfin qui sera remporté sur le meilleur des 3 parties, donc il faudra 2 victoires pour espérer l'emporter. Et bien chacune de ces parties vous proposera donc une expérience légèrement différente, le tout avec une assez belle DA, même si ça pourrait faire penser méchamment à de l'IA, mais honnêtement aucune véritable idée. Est-ce que c'est des photos très très retravaillées ou est-ce que c'est de l'IA? J'ai du mal à le cerner. Mais en tout cas c'est globalement assez joli, et il nous annonce déjà qu'il y aura quelques extensions à l'avenir aussi. Donc ouais, ça peut être assez intéressant. A noter que le dernier verset sera lui produit en version physique, contrairement à son projet précédent qui était beaucoup plus massif en termes de matériel. Donc il avait dû faire en PNP uniquement. Mais là, pour le coup, le dernier verset sera disponible en PNP comme en version physique. Le PNP en PDF donc sera à 5 € et le jeu complet en version physique sera à 24 €. Donc ça reste relativement abordable, d'autant plus que comme c'est un projet français, la France, la Belgique, le Luxembourg sont desservis pour des sommes très très modiques. On parle de 5 € de frais de port pour le dernier verset. Ouais, j'aimerais bien le tester. Je crois que c'est un jeu solo, mais du coup, ça fait partie de ces choses qui manquent un petit peu en termes d'informations facilement lisibles, facilement décelables. On ne voit pas vraiment beaucoup de choses. Je pense que c'est un jeu solo, mais j'avoue qu'en l'état, il aurait fallu le préciser. De même, la durée de la partie. Ça fait partie aussi des choses qui manquent un petit peu à la page de la campagne, c'est un tout petit peu dommage, ne serait-ce que, par exemple ici, sur l'illustration de base, ça aurait été cool de mettre un joueur, si c'est une demi-heure la partie, sur des choses-là, c'est des petites choses qui manquent et qui sont relativement importantes quand on fait une campagne de financement participatif, malgré tout, sur Kickstarter, déjà qui nous fait une campagne uniquement en français, sur une plateforme pas spécialement francophone à la base, même si je pense quand même que c'est mieux que de le lancer sur Ulule, il y a quand même plus de passage sur cette plateforme-là. 403 contributeurs donc pour le dernier verset, 24 jours avant la fin de la campagne. On enchaîne avec un autre petit projet londonien cette fois-ci, les Anglais Jazz and Julian qui nous proposent The Order, un petit jeu de cartes, de gestion de main de Take That, avec une DA tout à fait, comment dirais-je, ça fait très 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 amateur, mais pas forcément dans le mauvais sens du terme. Les illustrations ont leur petit charme, le tout un peu crayonné, comme ça c'est plutôt mignon, et en même temps un petit peu sombre, un peu gloomy comme on pourrait dire en anglais. Bon, ça fait quand même très 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 amateur en termes d'aspect visuel global, mais bon, ça recèle de petites allusions un petit peu ironiques, sarcastiques, comme peuvent les aimer les Anglais. Par exemple, les Français aussi d'ailleurs, mais voilà, pour 2 à 6 joueurs,
pour des parties d'environ 30 minutes. Bon là pour le coup ça fait vraiment très amateur, mais si vous aimez les petites pépites un peu cachées, alors je dis pas que c'est une pépite en termes de gameplay, ça je saurais pas vous le dire, mais si vous aimez un petit peu les jeux très indies, bah ça pourrait être une bonne découverte éventuellement que ce petit The Order. Pour l'instant c'est pas encore financé, mais ça devrait l'être au moment où la vidéo sera mise en ligne. Voilà pour The Order. On enchaîne avec une campagne cette fois-ci du côté de chez GameFound. Il s'agit de Armed Conflict, un jeu de Bockholm Games, qui nous vient d'où d'ailleurs? De Finlande. C'est assez rare pour être signalé, un projet finlandais, qui est un wargame. Hein. Je pense que de visu, vous aurez très rapidement compris qu'il s'agissait d'un jeu de wargame. Je ne vais pas en dire plus parce que sinon je vais encore me faire engueuler par les amateurs du genre en commentaire, et ils ont la légitimité de le faire après tout, hein, je suis vraiment pas connaisseur, mais bon. 2 à 6 joueurs, 3 heures la partie, c'est potentiellement assez long. Ici on nous donne une fourchette un peu plus large de 120 à 240, donc 2 à 4 heures pour un jeu de guerre qui visuellement a l'air d'être relativement classique. Je ne sais pas exactement ce qu'il en est pour les chemins. Est-ce que les chemins sont quelque chose d'aussi présent et détaillé dans la majorité des Warto? Je ne sais pas exactement. Bon, pour le reste, très classique, hein, des petites chips pour les unités que vous allez pouvoir déployer et ainsi de suite. J'y connais rien, encore une fois, je passe pas plus de temps sur Armed Conflict. Sachez que le projet coûtera 49 € pour un pledge de base. Voilà pour Armed Conflict, 107 contributeurs, 26 jours avant la fin de la campagne, mais pas de français. On reste sur GameFound pour Tavern of Thieves. Cette fois-ci, ça nous vient de Hear Me Out Games. C'est un petit jeu de cartes compétitif pour 3 à 6 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes. On est dans un univers de pirates cette fois-ci, et c'est un jeu de gestion de main, de timing, d'opportunisme. Ça a l'air d'être assez marrant sur le papier, ça vend pas du rêve, hein, ça met pas la tulipe à 95 degrés, on est d'accord, mais pour un petit projet sorti un peu de nulle part, malgré les composants un peu cheapos, s'il est vrai, ça a l'air d'être relativement fun, à tester un de ces jours, pourquoi pas. Hein, c'est un jeu dans lequel on va essayer de, bien sûr, accumuler de la caillasse pour faire son œuvre de pirate, hein, tout simplement, mais il faudra l'emporter sur les autres adversaires, donc remporter plus de tunas avec de la prise de risque, puisque parfois on pourra décider de, comment dirais-je, jeter sur une victime commune, et si c'est le cas, quand 2 personnes se ruent sur une personne qu'elles veulent voler, seule une des 2 pourra l'emporter via un GD sur la chose là, donc il y a aussi de la prise de risque. Il y a aussi, on l'a aperçu, voilà, ici, des petites cartes d'action qui peuvent vous empêcher aussi, enfin, qui peuvent empêcher les forces de l'ordre de vous arrêter, on va dire, qui pourront vous sortir de quelques embûches. Donc il y a un petit peu de gestion plus précise aussi. Ça peut être relativement sympa, ça me parle pas outre mesure, mais quand même, 106 contributeurs sur le projet, 28 jours avant la fin de la campagne, même si pour l'instant c'est encore assez loin du seuil de financement. Dernière entrée de la semaine, et ça pue la nostalgie, alors dans le bon sens du terme, hein, pour tous les 80s kids, même plutôt les 70s kids en réalité, puisque il faut avoir été, disons, collégien lycéen dans les années 80 pour vraiment ressentir la nostalgie de cette époque. Là, moi j'étais un peu trop jeune, je suis né en 87. Même si plus le temps passe, moins 87 c'est jeune en réalité, hein, j'ai passé mes 38 ans là, ça pique. Bref, Last Week of Summer, qui nous replonge dans les années 80, et plus précisément en 86, l'année scolaire s'est terminée, et vous devez profiter maintenant de vos vacances d'été. Pour l'instant, près de 190 contributeurs sont sur le projet n'est pas encore financé, mais ça devrait être fait d'ici la publication de la vidéo je pense. Il reste 29 jours avant la fin de la campagne, jeu qui va être assez marrant puisque vous avez un peu de planification, une phase de planification avec le matin, l'après-midi, la soirée, et vous allez choisir dans quel lieu vous allez passer votre journée de vacances. Il y aura différents lieux, il y aura je crois au total 6, mais j'ai cru comprendre que vous n'utilisez pas tous les lieux à chaque partie, donc il y a une sorte de modularité au moment de l'installation je crois. On pourra aller notamment, comment dirais-je, au vidéo store, on pourra aller au skatepark, on pourra aller à la salle d'arcade, on pourra aller louer des films en cassette, ce genre de choses-là. Donc vraiment plein de choses qui puent la nostalgie. Et au plus de ça, c'est assez intéressant parce que en fait, chaque endroit où vous allez vous amuser, comporte son petit mini-jeu qui est un peu différent des autres mini-jeux dans les autres lieux que vous pourrez explorer, entre guillemets, que vous pourrez fréquenter plutôt, c'est le mot.
Donc voilà, ça peut être assez fun. Ah bah d'ailleurs, les lieux sont ici. Et effectivement, c'est bien ça, hein, 4 lieux sur 6 qui seront sélectionnés au début de la partie. Donc la salle d'arcade, le petit restaurant de burger, le magasin de location de vidéos, de cassettes vidéo. Le U-Mart, une sorte de petit convenience store, de petit de petites supérettes. Le skatepark, donc avec un espèce de polyomino, et puis le magasin de vinyle, on va dire. Donc ouais, le jeu a une DA qui va bien avec sa thématique, une thématique qui, elle, est assez originale sans l'être tout à fait, mais ouais, j'aime bien, ça fait vibrer un peu la corde sensible de la nostalgie, même si pour le coup, c'est pas une période que moi j'ai vécue, mais je pense qu'on a tous quand même un petit peu de nostalgie pour cette époque qu'on n'a pas nécessairement tous connue, en tout cas pas moi. Je crois que ça fait un phénomène qui s'appelle un peu la solastalgie, si je me souviens bien. Nostalgie d'une époque qu'on n'a pas vraiment connue, qu'on n'a pas vécue. Mais moi, c'est assez intéressant. Donc, Last Week of Summer, c'est 46 livres pour la version de base, soit 54 euros. Et c'est le seul pledge en réalité, puisqu'après, c'est du pledge pour boutique. Et c'est pour des parties de 45 à 90 minutes, donc c'est un peu plus long que ce que je ne pensais. Je pensais plutôt à 45-60, mais non, jusqu'à 90 minutes la partie. Et c'est pour 14 ans et plus. Voilà pour Last Week of Summer, 190 contributeurs, 10 000 euros d'engrangés, 29 jours avant la fin de la campagne. Et donc c'est tout pour les entrées de la semaine. On va maintenant sur les tests sur les 1, 2, 3, 4, 5 plats principaux. Le premier de ces plats principaux sent un petit peu le réchauffer, puisqu'il s'agit d'un jeu de 1998. On parle du millénaire précédent. C'est loin. C'est l'année de la Coupe du Monde que la France a remportée pour la première fois. Ça remonte, quand même. Où étiez-vous lors de cette finale du 12 juillet, je crois, 1998? Moi, j'étais chez mes grands-parents dans le Berry. Mon grand-père nous a laissé regarder la télévision avec mon frangin. Lui qui se couchait généralement genre à 8h30, 9h grand max, un truc comme ça. Et du coup, au moment des 3 coups de sifflet finaux, alors que mon frère et moi voulions légitimement célébrer, gueuler un grand coup, paf, il éteint la télé, il nous dit allez, au flop, et on devait aller se coucher. Voilà, c'était la minute un petit peu souvenir, nostalgie malgré tout, parce que c'est un bon souvenir avec le temps, tous les souvenirs deviennent bons, mais celui-ci en particulier, ça reste un bon souvenir malgré tout. Quoi qu'il en soit, complètement hors sujet, hors piste, tout droit dans les graviers. On reparle maintenant de Hanami, donc un projet de Keymaster Games, qui n'est autre que l'éditeur qui s'était fait connaître au début de sa carrière pour le désormais légendaire Parks, un jeu extrêmement populaire. Avant ça, ils avaient déjà fait quelques jeux qui n'ont pas eu un retentissement vraiment mémorable, mais Parks en revanche a marqué son époque. C'est aussi eux qui ont produit Caper Europe, qui a plutôt une bonne réputation. Harvest, je n'ai pas tellement entendu parler de lui depuis sa livraison, donc je ne saurais pas vous dire quoi que ce soit. Je sais qu'il a une extension assez récemment, donc c'est que le jeu a probablement assez bien marché malgré tout. Quoi qu'il en soit, cette fois-ci, il nous propose donc une réédition d'un jeu sorti il y a assez longtemps, hein, quand même, il y a plus de 25 ans, 27 ans. Et donc Rainer Knizia, hein, l'homme aux 653 jeux, et je crois que j'exagère à peine. À mon avis, il en a plus de 500. Je crois qu'il en a plus de 600 même. Quoi qu'il en soit, c'est un jeu qui s'appelait à l'origine Samurai, et qui est rethématisé avec cette fois-ci le Hanami, autrement dit cette période où les cerisiers japonais sont en fleurs, c'est une période très très courte, hein, 1 semaine et demie, 2 semaines environ, et où les gens se battent littéralement, enfin non pas littéralement, au figuré plutôt, pour avoir les meilleures places sous les fleurs de cerisier, pour faire un petit pique-nique bien arrosé généralement. Quoi qu'il en soit, cette fois-ci, Hanami, donc nouvelle thématique, c'est pour 2 à 4 joueurs, pour 45 minutes la partie, et on est sur un jeu de placement de tuiles, hein, pour chercher les meilleurs spots pour observer les fleurs de cerisier. C'est une thématique beaucoup plus pacifique, on va dire, mais c'est un jeu qui se veut apparemment assez coupe-gorge malgré tout, comme c'était le cas à l'origine pour Samurai. On a ici un jeu qui vous proposera aussi une mini-extension gratis durant la campagne Kickstarter, ainsi que des bento bags, donc les sacs à bento qui sont en réalité des sacs dans lesquels vous allez loger une partie du matos qui seront aussi gratuits durant la campagne.
On a un jeu aussi qui, Samurai, donc le jeu origine, hein, a plus de 17 000 reviews sur BGG et une moyenne de 7.5. Pour un jeu aussi ancien, 7.5 c'est une excellente note. Donc prenez ça quand même avec un petit peu d'attention cette fois-ci. Les notes BGG veulent pas forcément toujours dire grand chose, mais là quand même pour un jeu de 98, avoir une aussi bonne note avec à l'époque un matos qui n'était pas foufou, c'est quand même plutôt assez bon signe. Et puis bon, après, c'est vrai qu'on pourrait dire que Reiner Knizia c'est une sorte de gage de qualité. C'est pas toujours le cas quand même. Quand on fait 600 jeux, on peut légitimement se dire qu'il y en a une bonne moitié qui ne doit pas être mémorable. D'ailleurs, je serais incapable de vous citer genre 10 jeux, plus de 10 jeux de Reiner Knizia. Quoi qu'il en soit, la Standard Edition est à 40$. On voit que le matos est plutôt cool. Là, des petits onigiri, des petits chochin, pardon, des petits sakura en bois screen print. C'est plutôt très joli. Les joueurs auront chacun leur propre matos avec leur petit paravent également. Le plateau double face, on aura la map de Nihon, donc du Japon, avec les différentes îles qu'il compose. On voit ici Hokkaido, Honshu, Shikoku, etc. Et puis de l'autre côté, on aura Tokyo et ses différents quartiers, donc avec un agencement bien évidemment très différent, ce qui changera un petit peu le gameplay. On aura aussi des cartes de compétences spéciales également, et puis des cartes de Tori, les petits points de victoire, la micro-extension offerte, qui n'a pas de titre d'ailleurs. Et puis ensuite on arrive à la Deluxe. On rappelle que la standard est à 40$, la Deluxe passe à 70$, et donc elle ajoute, comme tout à l'heure, la mini-extension, c'était déjà le cas pour le pledge précédent, cette fois-ci également les bento bags, et puis après, Deluxification, toutes les tuiles en carton sont désormais des tuiles en bois, la map est encore plus grande, plus large, plus haute, pareil pour les paravents qui sont un peu plus consistants, les points de victoire aussi en bois, l'insert 3D pour mieux organiser, pour faciliter l'installation et le rangement du jeu, et même la boîte elle-même est plus costaud également. Voilà, pour le reste, j'ai pas grand chose à rajouter, si ce n'est que peut-être il aurait fallu présenter un tout petit peu plus en détail le gameplay. Parce que oui, c'est un jeu qui a 27 ans, certes, mais si on n'y a jamais joué, ben, il faudra aller checker du how to play, comme ici avec Kovrai, pour savoir un peu de quoi il retourne. En réalité, on sait que c'est de la pose de tuiles, mais au-delà de ça, la page de campagne nous aide pas tellement à savoir de quoi il s'agit. On a un petit peu d'informations ici sur la thématique, sur l'artwork, etc. On a un paragraphe sur le gameplay pour nous dire que les deux maps sont un petit peu différentes en termes de gameplay, mais bon, ça manque un petit peu de détails quand même malgré tout. Et donc pour ce qui est des frais de port, parce que j'ai failli les oublier, on a donc un pledge à 40, un pledge à 70, et le shipping c'est ici. Donc pour le Canada ou pour l'Europe, Europe 1 en tout cas, donc avec la France, la Belgique à minima, ce sera 18 à 22$ de frais de port. Et puis pour nous qui sommes au Japon, donc Asia 1, 24 à 31. Pour un jeu rethématisé Japon, c'est dommage de devoir payer autant en frais de port pour un jeu comme Hanami. Mais bon, c'est comme ça. 1563 contributeurs, 88 000 € d'engrangés, 13 jours avant la fin de la campagne. Sur celui-ci, on va pouvoir aller très très vite, puisque là encore une fois, il s'agit d'une réédition. Et je dis encore une fois, parce qu'en fait, c'est le projet, c'est dans deux projets. Il y en a un qui va s'intercaler, mais dans deux projets, je parlerai d'un autre jeu qui sera réédité. Mais bon, du coup, ça n'a aucun sens de dire encore une fois, alors que j'en ai pas encore parlé. C'est ridicule, mais je suis fatigué. Ascension, 15e anniversaire, le fameux jeu de deck building, ça fait partie des 3-4 jeux de deck building un petit peu fondamentaux, un petit peu classiques à avoir quand on est fan du genre, en tout cas c'est ce que j'ai cru comprendre, moi qui ne suis pas un grand fan de deck building, quand c'est le seul mécanisme au cœur du jeu. Mais Ascension a une très bonne réputation dans la catégorie. C'est un projet porté par Stoneblade Entertainment. Pour l'instant, il y a près de 1000 backers sur le projet. 255 000$ d'engrangés, c'est énorme pour si peu de backers et pour un jeu de deck building, pour un jeu qui n'est pas extrêmement généreux en termes de contenu, en termes de composants, je veux dire. C'est quand même beaucoup d'argent. Pour rappel, c'est pour 1-4 joueurs, 30 minutes la partie, on est dans un univers, tout ce qu'il y a de plus classique en termes de fantasy, de epic fantasy, machin, etc. Deck building, qui peut avoir aussi une facette coopérative comme compétitive, là c'est marqué que coopérative, mais je me souviens y avoir joué une fois en compétitif, si mes souvenirs sont bons. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est une édition 15e anniversaire,
avec bien sûr énormément de matos, avec quelques petites exclusivités GameFern comme cette boîte du 15e anniversaire, quelques petites promo cards également, donc quelques cartes qui n'existaient pas au préalable, j'imagine. En tout cas, on peut l'imaginer vu que c'est du gameplay, enfin du gameplay, du GameFern exclusif. Ensuite, là, on vous met en avant donc tout l'univers de Ascension, donc avec tous les prix qu'il a pu recevoir à travers les 15 années depuis sa naissance. Voilà, vous avez différents niveaux de pledge, bien évidemment. Le plus... Celui qui est mis le plus en avant durant la campagne, c'est celui-ci, hein, la boîte 15e anniversaire à 99 $. C'est quand même assez cher, mais qu'y a-t-il dans la boîte? Il y a quand même Ascension 4e édition, ensuite Ascension Return of the Fallen. Toutes les cartes sont en foil, donc avec un effet un petit peu, c'est pas stroboscopique le mot exact, je sais plus, un effet de surbrillance sur les couleurs, etc. Updated Year One promos, donc des cartes promo qui ressortent un petit peu mises à jour, avec la boîte un petit peu collector. Donc ça qui est quand même plus que le jeu de base dans cette boîte, hein. Il y a l'extension Return of the Fallen, tout ça avec du foil, etc. Donc c'est plutôt très bien produit, mais ça reste un jeu de deck building. 99 $, c'est vraiment pour les collectionneurs, j'ai envie de dire quand même. Sinon, on a un promo pack 15e anniversaire pour ceux qui ont déjà la totale et qui ne voudraient pas se ressortir 99 $ pour ça. Il y a ce pledge à 30 $. Sinon, vous pouvez aussi prendre Ascension Deck Building Game, donc le jeu de base, 40 $, c'est possible, vous pouvez aussi. On peut aussi prendre Dreams and Nightmares Collector's Edition, donc un autre, c'est quoi, c'est un standalone je pense. C'est une fan request collection of Ascension Delirium and Deliverance sets. Donc c'est des sets supplémentaires différents de celui du set de base, j'ai l'impression. Et puis sinon on a la Ultimate Collection, 499 $ pour avoir donc l'édition 15e anniversaire. Et puis bon bah on a masse d'extensions, énormément d'extensions. C'est un peu de la totale. Ça coûte très très cher au final. Mais bon, il y a beaucoup de matos. Pour ce qui est des frais de port, assez rapidement, il est slip peut-être, ouais. Ah, ou qu'on peut y prendre Shards of Infinity. Ok, pourquoi pas. Mais donc, moi je cherchais plutôt le shipping, et c'est ici que ça se passe. Pour la France, ça va aller de 5 à 40 $, ça dépend du poids du colis. Le promo pack seulement c'est 5 $, mais sinon si vous voulez au moins un jeu dans n'importe quelle version que ce soit, ça va aller de 25 jusqu'à potentiellement 40 $ en fonction du poids de votre colis. Pour le Canada, ça va être de 27 à 37, et puis pour nous au Japon, par curiosité, 31 à 55 $ de frais de port. Voilà pour Ascension 15e anniversaire, 1000 contributeurs, 255 €. Enfin, dollars, non 255, non, 255 000, heureusement pour eux, $ d'engranger 13 jours avant la fin de la campagne. Continuons tout de suite avec, encore une fois, un portage de jeux vidéo en jeu de plateau. Les adaptations de jeux vidéo en jeu de plateau sont désormais légion, hein. Nix en parlait encore récemment sur sa chaîne quand on était invité chez lui pour le podcast autour du jeu. Et encore une fois, hein, la semaine dernière on a parlé de Risk of Rain, cette fois-ci c'est Assassin's Creed, qui n'en est pas à sa première adaptation d'ailleurs, mais c'est peut-être la première de la part de Mantic Games, si mes souvenirs sont bons, encore un éditeur anglais, avec cette fois-ci donc Assassin's Creed Animus. C'est pour 2 à 4 joueurs, c'est un jeu compétitif d'infiltration, de combat et d'aventure. C'est pour 2 à 4 joueurs disais-je, la durée de partie c'est 40 à 90 minutes, et c'est pour du 12 ans et plus. La langue française est d'emblée disponible. Pour l'instant, il y a près de 1500 contributeurs sur le projet, 160 000 € d'engrangés 19 jours avant la fin de la campagne. Et cette boîte est très classe. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Voilà, cette classe, c'est la boîte de la Master Assassin Pledge à 100 livres contre 65 livres pour la version de base. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Elle s'ouvre magnétiquement et il y a des petits tiroirs de rangement. C'est de toute beauté. Hein, pour ce qui est du rangement, de l'installation, ça va être assez pratique aussi. Et puis c'est juste extrêmement classe également. Quoi qu'il en soit, on en revient ici. Un petit aperçu de ce à quoi ça peut ressembler sur la table. Et j'avoue que je suis paumé. Alors, Mantic, on est à son 28e projet, c'est beaucoup. On va aller voir d'ailleurs
quelques-uns des projets qui sont produits récemment. On avait eu par exemple Worms, l'adaptation d'un autre jeu vidéo par exemple, ici. Dungeon Saga Origins, qu'est-ce qu'on a? The Umbrella Academy qui avait fait un four d'ailleurs à l'époque. Hellboy, qu'est-ce qu'il y avait encore? Ouais, il n'y a pas beaucoup de jeux très très marquants. Mars Attacks, tiens, ils avaient fait une adaptation de Mars Attacks aussi. Ok. Bref, un éditeur qui a fait beaucoup de campagnes, mais pas toutes hyper marquantes. Là, pour le coup, ils ont une licence très connue et appréciée, même si elle a aussi beaucoup de détracteurs. Je vous disais tout à l'heure que je suis un peu perdu parce qu'en fait, simplement, encore une fois, c'est pas la première fois que je le dis aujourd'hui, mais cette page de campagne ne fait pas un excellent travail pour nous montrer comment se joue le jeu. Alors on a l'animus au centre de la table, on a les différentes épopées, les différentes époques à travers lesquelles évoluent les différents personnages de la saga d'Assassin's Creed, mais comment ça se joue exactement? Comment on s'infiltre? Où sont les ennemis? Comment on les tue, etc. Il faut lire les règles, en vrai, parce que c'est pas très très clair. Bon, on va essayer de voir un peu plus en détail, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, la version de base est à 65 livres, soit 76 euros, et la Master Assassin Pledge à 100 livres, soit 110 euros. Donc en Early Bird, c'est un peu moins cher actuellement, il y a encore un Early Bird, mais jusqu'à quand? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, sachez que dans la version de base, vous aurez les 6 épisodes qui sont ici, donc Valhalla, Assassin's Creed 1, 2, 3, Black Flag et Shadows, et si vous prenez la Master Assassin Pledge, donc la grosse boîte jaune, vous aurez aussi les épisodes Unity, Odyssey, Origins et Syndicate. Donc tout le contenu de gameplay ne loge pas dans la boîte de base. Ensuite, qu'y a-t-il dans la boîte? Donc les différentes époques. On voit ici une des époques, on voit ici celle de Brotherhood, on voit ici celle de Liberation par exemple, et on va avoir des cartes qui sont spécifiques à cette époque. Et puis au-delà de ça, comment ça se joue? Pour moi, c'est pas hyper clair, j'avoue. On a l'animus au centre de la table, l'animus qui va interagir avec les joueurs. Ok, le gameplay ici, je l'ai lu, j'avoue, je l'ai lu, mais ça m'a pas beaucoup plus orienté. On va choisir son époque, l'époque dans laquelle on va naviguer, que l'on va explorer. On va s'équiper comme tout bon assassin de la série, avec par exemple des haches, des petits boucliers, bien sûr la lame cachée dans la manche. On va chasser sa proie. On imagine que c'est ce personnage ici, on va target card. Donc c'est lui qu'on va devoir assassiner, on va devoir se rapprocher. Il y aura des memory cards, donc des cartes de mémoire. Comment les dépasser? Qu'est-ce qu'on doit y faire? On va avoir de la gestion de main, on va devoir jouer donc des cartes spéciales pour pouvoir réussir à notre mission. Et for other players plan, donc on va devoir aussi réagir aux plans, aux agissements des autres joueurs autour de la table, parce que c'est un jeu compétitif encore une fois. Mais c'est à peu près tout, et si on regarde pas du gameplay, on ne sait pas forcément exactement vers quoi on navigue. Le shipping, pour le Canada, 20 à 25 livres, pour l'Europe, 15 à 20 livres de frais de port, et puis pour le Japon, il n'y a pas... Ah, ça c'est très très drôle ça pour le coup. Si personne leur a souligné le truc, c'est assez drôle. Je pense que ça a dû être dit, j'imagine, en commentaire. Parce que là c'est écrit China, Mainland China, donc Chine, ok, Hong Kong, Other Countries. Je pense qu'en fait, ici c'est pas China, c'est Asia. Mais du coup, on a été envahi par la Chine visiblement. Nous sommes actuellement une colonie chinoise dès lors qu'on est en Asie. Ouais, c'est assez drôle. Je pense que c'est une erreur. C'est un petit peu malheureux, mais c'est un petit peu drôle aussi. Quoi qu'il en soit, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire concernant Assassin's Creed Animus. 1500 contributeurs, 160 000 euros d'engrangés. Je ris un peu parce que je viens d'apprendre que j'habitais apparemment en Nouvelle-Chine. Je vous l'ai dit au moment de ce petit segment sur Ascension, qu'il y aurait un autre jeu réédité, beaucoup plus récent que Ascension celui-ci. Eh bien il s'agit bien évidemment du très attendu Ark Nova 3 Edition. C'est édition, en fait troisième édition on va dire, portée par Kekpop Spiele.
C'est même pas l'éditeur d'origine de Ark Nova d'ailleurs, ça m'étonne un petit peu. Mais donc Kickpop Spiele qui nous propose une big box hyper deluxifiée d'Ark Nova, ce jeu dans lequel on va donc construire son zoo, jeu fondamentalement et résolument expert qui s'est fait une réputation à une vitesse éclair, puisque il a, comment dirais-je, il a gravi le classement BGG en un rien de temps pour se classer maintenant 3e au classement général de BGG. Donc c'est un jeu qui a une réputation maintenant mondiale, j'ai envie de dire. Et pour l'instant, sur ce projet de GameFound, on est à 5240 backers et plus d'1 390 000 euros d'engrangés, ce qui est incroyable. 27 jours avant la fin de la campagne, on va péter les 3 millions d'euros, je pense, assez facilement. Et que propose cette nouvelle version d'Ark Nova? Y a-t-il vraiment besoin de présenter Ark Nova d'ailleurs, hein, sa réputation le précède, un jeu, comment dirais-je, un jeu de gestion de ressources, un jeu de construction de zoos compétitif, avec énormément de cartes, un petit peu à la Terraforming Mars, même si la comparaison est parfois un petit peu pétée. Mais la comparaison se tient aussi dans la taille du paquet de cartes et le fait qu'au cours d'une partie on verra jamais la totalité des cartes, qu'il va falloir utiliser parfois ces cartes juste pour les sacrifier pour pouvoir mieux utiliser d'autres cartes. Et donc on va créer son zoo. Et pour moi qui viens du centre de la France, une région avec un des plus beaux zoos du monde, Beauval, bien évidemment que Ark Nova, thématiquement, ça me parle un peu. Après, j'avoue que j'en ai fait que une seule partie avec Xavier à l'époque où il l'avait, mais que ça l'avait pas convaincu, avant qu'il ne s'emporte acquéreur à nouveau, parce que tout à coup, ça lui a... le switch a été enclenché dans son cerveau, il l'a repris, il l'a racheté, et maintenant il adore. C'est comme ça parfois, on n'aime pas forcément beaucoup un jeu, et puis à la réflexion, ça nous travaille et finalement on en vient à l'apprécier. C'est un peu ce qui s'est passé pour lui avec Ark Nova. Moi j'ai qu'une seule partie dans les pattes. Cette seule première impression était plutôt positive, même si je n'avais pas compris ce qui le mettait à la 3e place de BGG tout à coup comme ça. Ceci dit, j'ai pas encore testé moi donc l'extension Marine Worlds. C'est toujours pour 1 à 4 joueurs, ça change pas, hein, pour 90 à 150 minutes la partie, donc un jeu quand même assez long, mais c'est un jeu très expert, donc ça se comprend aussi. Et donc cette 3e édition vous propose énormément de matos pour deluxifier votre expérience Ark Nova. Et là, ça va vraiment ressembler à des très jolis zoos avec les différents enclos. C'est magnifique, ça c'est vrai. Mais qui dit masse de miniatures dans tous les sens, dit prix coûteux. D'autant plus que là, c'est pas des miniatures toutes grises, hein, vraiment il y a de la couleur un peu partout. Donc ouais, ça va coûter un bras, un rein, et certainement une vessie aussi, voilà. Je vous le dis, ça va coûter très cher. Regardons un petit peu les pledges tout de suite. Faisons-nous mal. Alors, on a 4 niveaux de pledge, c'est ça? Ouais, 4. Avec des petits animaux pour les déterminer. Le pledge éléphant. Everything in 3D, plus acrylic tiles, plus add-on, 260 €. Ça picote déjà un petit peu. Sachant que là, je vois... Ah, parce qu'il faudra confirmer, hein. Il faudra confirmer, mais je vois même pas le jeu de base, hein, en vrai. Hein. C'est que de la deluxification, si j'ai bien compris. Hein. Ensuite, on a ici le Pledge Turtle, donc ça c'est tout en acrylique, mais pas de miniature, 85 € tout de même. Ensuite, on a le Early Pledge 3D Colored Special Buildings, donc avec les bâtiments déjà précolorés, prépeints on va dire, plus les acryliques, le tout à 125 €. Et puis enfin le Lion Pledge, donc ça c'est tout en 3D, plus les acryliques, 175 €. Et donc le Elephant Pledge c'est le plus cher, et donc absolument tout en impression 3D, plus les acryliques, plus les add-ons. Les add-ons, quels sont-ils? Et ben on les voit ici, il y a des plateaux de joueurs double épaisseur désormais, et ça fait plaisir, des pièces en métal, des néoprènes, des tapis de néoprène pour les rivières de cartes par exemple, des sleeves, des cartes alternatives, ensuite on a encore quoi d'autre, les acryliques, et puis donc les miniatures prépeintes. Donc en gros tout ça dans le Elephant Pledge qui coûte donc, on a dit, 260 €. C'est chéro, et encore une fois, hein, dites-moi en commentaire si je me trompe parce que j'ai pas passé autant de temps que certains sur la campagne à mon avis, mais je vois pas le jeu de base. Hein. Donc, mais en même temps je le vois pas en add-on, ce qui est très étonnant aussi.
Donc peut-être que c'est dans les pledges. Est-ce que... Ah, j'avoue que j'ai pas envie de dire de bêtises, mais third edition box. Enough space to fit acrylics, metal coins. C'est peut-être le jeu qui inclut quand même. Je suis pas complètement sûr, mais j'ose espérer que c'est le cas. Je sais pas. Vous me direz éventuellement en commentaire si vous avez passé un peu plus de temps pour chercher tous les détails de la campagne. Parce que je suis pas sûr et certain du coup que le jeu de base soit inclus dedans. Est-ce que toutes les cartes par exemple sont dedans? Je suis pas sûr et certain. Vous me direz en commentaire, vous savez peut-être mieux que moi ce qu'il en est. Alors... non, même ici, il n'y a pas mention du jeu de base à proprement parler. Bref, on verra. Ensuite, continuons avec les frais de port. C'est ici. Pour l'Europe, donc on a la Belgique ici, on a... où est la France? Ah, la France est ici. Donc 14 à 23 euros de frais de port, en fonction de votre pledge, donc tortue jusqu'à éléphant. Pour le reste de l'Europe, donc certainement avec nos amis suisses dedans, j'imagine, 23 à 32. Et puis nous qui sommes au Japon, c'est la zone Asie 1, donc 20 à 45 euros de frais de port pour une superbe deluxification de Ark Nova. Peut-être que Kekpop-Spiele, c'est uniquement pour le matos, et du coup c'est pour ça aussi que ce n'est pas porté par l'éditeur original de Ark Nova, je ne sais pas. Je suis un petit peu dubitatif, un peu circonspect. Je manque d'informations, donc je fais appel à tous les amateurs, tous les spectateurs de la chaîne. Dites-moi en commentaire si vous avez checké un peu plus en détail que moi. Est-ce que le jeu de base est inclus dans la campagne ou non? Ce serait un petit peu dommage quand même. Alors, à minima, s'il n'y a pas en add-on le jeu de base, quand même, c'est quand même très bizarre. 5243 contributeurs pour l'instant, 27 jours avant la fin de la campagne, et déjà près de 1 400 000 euros d'engrangés pour Ark Nova 3rd Edition deluxifié à outrance. On enchaîne sur le nouveau projet de Tim Eisner, un des créateurs préférés de notre très cher Xavier. Derrière lui se trouvent des projets très intéressants comme March of the Ants que Xavier a, Canopy que Xavier a, Leaf que Xavier a, Canopy Evergreen que Xavier a, March of the Ants, nouvelle version que Xavier n'a pas. Et c'est aussi lui qui a créé des jeux comme Tidal Blades par exemple, ou encore en co-designer Wonderland's War aussi. Tiens, c'est écrit d'ailleurs ici, ainsi que Grim Forest. Tiens, d'ailleurs j'avais oublié celui-ci. Donc ouais, un auteur quand même assez connu, qui est donc aussi éditeur à ses heures perdues, hein, et donc il lance son nouveau projet. Il s'agit de Satchel Quest, qui, comme vous vous en doutez, est illustré par Vincent Dutray, hein, notre Vincent Dutray national, qui fait automatiquement gagner 3-4 points d'intérêt sur chaque jeu qu'il illustre, parce que ses illustrations sont absolument magnifiques. Quoi qu'il en soit, est-ce que, parce que j'ai pas checké, est-ce que c'est un jeu de Tim Eisner? Je crois pas, hein, si mes souvenirs sont bons. Voilà, c'est ça, c'est les créateurs de Point Salad, donc avec bien sûr comment dirais-je, la direction au niveau du développement du jeu de Tim Eisner, qui est donc l'éditeur pour cette fois-ci. Ce n'est pas lui l'auteur, mais ce sont les auteurs entre autres de Point Salad, donc salade 2 points. Donc c'est quand même pas rien, c'est un petit gage de qualité, même si le jeu a l'air d'être quand même bien plus initié, pas expert quand même, mais bien plus initié que des jeux comme Salade 2 points par exemple. C'est un jeu compétitif de backbuilding et d'aventure en donjon. C'est deux univers qui se rencontrent pas forcément très souvent, mais là c'est le cas, et ça a l'air d'être assez futé en plus de ça, puisque dans ce jeu de backbuilding, on va donc affronter des monstres, on va éviter des pièges, on va s'affronter avec les autres joueurs autour de la table pour gagner plus de points de prestige, on va dire, que les autres. C'est pour 1 à 4 joueurs, pour 60 minutes la partie, et c'est pour 10 ans et plus, donc plutôt un jeu initié, on va dire, mais un peu plus complexe que ce que l'équipe derrière a l'habitude de nous pondre. Et donc, on va le voir ici, on va avoir un donjon avec quelques disques déjà imprimés, je crois, sur les différents étages, et on va se construire un sac de petites tuiles circulaires qu'on va ensuite poser
dans notre donjon et on va essayer de déclencher des combos basés sur des couleurs ou parfois sur des logos qui feront gagner, perdre, intensifieront le pouvoir des tuiles en question. Parmi ces tuiles, on aura des armes, on aura des trésors, on aura aussi des monstres bien évidemment. Et pour ce faire, on aura donc des héros asymétriques. On voit ici Dandarian, Wolzahar par exemple. Donc 4 héros asymétriques dont on pourra débloquer des compétences au fur et à mesure que l'aventure se déroule. Ensuite, voilà un petit peu le contenu en termes de matos. Est-ce que je peux vous trouver le gameplay? Bon, on verra après. D'abord, les Pledge Devils. On a un pledge de base à 50$, donc ça reste quand même plutôt accessible. Ensuite, on a une version deluxifiée à 70$ cette fois-ci, avec un plateau central remplacé par du vellum. Alors, c'est pas un plateau de néoprène pour le coup, mais le vellum wrapped. Je pense que c'est un plateau classique, mais avec le liseré noir ici qui est censé renforcer la qualité du plateau, j'imagine. Mais c'est pas du néoprène en tout cas. Les plateaux individuels donc, de joueurs seront désormais double épaisseur. Ensuite, tout ce qui était en carton sera désormais en bois et on pourra loger les différents composants dans des sacs à l'effigie des différents héros. Ensuite, le gameplay, voilà, c'est ici. Donc on va entrer dans le donjon, il y aura des petites comment dirais-je, pas des tuiles, mais des petits disques qui seront déjà disposés parfois sur certains étages du donjon. On va piocher dans son donjon et on va disposer les disques sur les différents étages des différentes pièces du donjon pour aller choper des trésors, pour affronter des adversaires, etc. Mais c'est nous qui créons en fait un petit peu notre donjon si l'on veut. Il y a aussi donc de la prise de risque. Est-ce que je vais aller choper de nouvelles tuiles? Par exemple, est-ce que je vais prendre de nouveaux monstres également pour plus de risques, mais pour de plus grandes récompenses également, sachant qu'il y aura aussi une phase où l'on pourra aller choper de nouvelles choses au magasin, au shop que l'on voit ici, donc de nouveaux disques, parmi lesquels donc de nouveaux monstres également. Donc toujours une prise de risque, une gestion du risque qui va être assez intéressante. Donc voilà, un jeu qui va être relativement accessible, qui n'est pas extrêmement lourd en termes de règles, mais qui pourrait être assez sympa. Et en plus de ça, c'est illustré par Vincent Lutret, ce qui est toujours un régal pour les mirettes. Ensuite, pour le shipping, Canada 9$, quel que soit votre niveau de pledge. Pour l'Union Européenne, 9$ également, sauf pour les pays comme la Suisse qui ne sont pas dans l'UE, ce serait 14 à 16. Et puis pour nous qui sommes au Japon, ça va être Southeast Asia je pense, 25-28. C'est tout de suite beaucoup moins abordable pour nous. Mais bon, on n'a pas la TVA. Est-ce que Xavier prendra Satchel Quest, lui qui est un indécrottable fan de Tim Eisner? Je ne sais pas si c'est le type de projet qui l'attirerait le plus. Peut-être que sur celui-ci, je le vois plutôt faire l'impasse. Mais bon, le projet a quand même recueilli près de 48 000 € d'engrangés et 841 contributeurs à l'heure où je vous parle, 28 jours avant la fin de la campagne. Voilà donc pour Satchel Quest, qui était également le dernier plat principal de cette semaine. Il nous reste donc un seul sujet à aborder, le seul dessert de la semaine. Allons-y, c'est parti. Il est donc temps de s'attaquer au gros morceau de la semaine, le morceau bien sucré, le dessert de la semaine, à savoir donc Blood Rage Valhalla, qui est actuellement en campagne sur GameFound, et pour l'instant ça se passe plutôt pas mal pour le projet, même si j'espérais, non je m'en fous personnellement, mais j'escomptais, j'imaginais voir plus de backers en fin de première semaine de campagne, puisqu'ils sont actuellement 2430 backers pour 675 000 $ d'engrangés, ce qui pour c'est pas une réédition, pour un stand-alone suite spirituelle de Blood Rage, non je raconte n'importe quoi, Blood Rage est un petit peu inattendu. Je pensais franchement qu'on serait déjà presque au double en fait, en réalité. Il reste aussi 26 jours avant la fin de la campagne, donc il y a largement le temps de développer un peu le tout, mais on va essayer d'un petit peu de voir un peu ce qui peut expliquer les raisons de ce succès relativement modeste comparé aux attentes, puisque Blood Rage, pour rappel, c'est un des jeux du top 100 BGG, si mes souvenirs sont bons. Je crois pas que c'était affiché quelque part ici d'ailleurs. Mais donc,
un des meilleurs jeux de tous les temps si l'on en croit bien des joueurs, surtout pour les amateurs de jeux de contrôle de territoire et de draft. C'est d'ailleurs un des jeux qui avait fait connaître Eric Lang au grand public, un des premiers jeux de la série des Panthéons. Il avait fait le Panthéon japonais avec Rising Sun, il avait fait Blood Rage pour la mythologie nordique, il avait fait Ankh pour l'Égypte également. Mais donc cette réédition, enfin c'est pas une réédition encore une fois, hein, c'est un peu trompeur, c'est plutôt une seconde édition stand-alone avec pas mal de différences, on va le voir, eh bien elle n'est pas aussi couronnée de succès qu'on aurait pu l'imaginer, et il y a certainement plusieurs raisons à cela qu'on va essayer de voir un petit peu ensemble. Alors donc pour l'instant, voyons un peu les informations importantes. Blood Rage Valhalla, c'est pour 3 à 5 joueurs, c'est pour des parties de 90 minutes, et c'est pour du 14 ans et plus, on est sur un jeu, disons, initié plus expert, on va dire. C'est un jeu, donc, comme je disais tout à l'heure, de contrôle de territoire sur une thématique mythologique, cette fois dans la mythologie scandinave. Et c'est un jeu, bien évidemment, compétitif, comme la grande majorité des jeux de contrôle de territoire de toute façon. On a une refonte visuelle du grand classique de Eric Lang, notamment au niveau du plateau central, et c'est l'une des raisons qui font, si l'on en croit les commentaires en tout cas, que le succès est finalement relativement mitigé. Alors attention, le plateau actuellement est encore en WIP, comme on dit, en Work in Progress, donc c'est encore sujet à modification, bien évidemment, mais le plateau n'a clairement pas plu beaucoup aux fans de la série, de la licence, puisque on avait à l'origine Yggdrasil, donc de territoire autour du serpent monde dans la mythologie nordique, et ça plaisait beaucoup dans le jeu original. Là, on est dans un bâtiment, et j'ai vu beaucoup de comparaisons dans les commentaires ou sur BGG qui disaient, mais en fait, on dirait un plateau de Cluedo. Et du coup, c'est vrai que quand on y pense, ça ressemble un petit peu. Donc là, on va voir Thor qui assassine Loki dans la bibliothèque avec la hachette de guerre. C'est vrai que c'est un petit peu bizarre visuellement, c'est pas très joli. C'est censé être le hall mythologique scandinave. Je connais pas très bien la matière en question. Mais c'est vrai que visuellement, le plateau central présente pas super bien. Ensuite, un petit aperçu de ce qui va se trouver dans la boîte principale que l'on voit ici. Donc le plateau, donc attention, Revised Art to be announced. Ils ont tellement pris dans la tronche au niveau des commentaires sur le plateau central que l'artwork va être complètement refondu dans les jours, semaines, mois à venir, j'imagine. Ensuite, masse de cartes, hein, puisque pour rappel, Blood Rage, au-delà d'être un jeu de contrôle du territoire, c'est aussi un jeu de draft. D'ailleurs, c'est un des jeux de contrôle du territoire / draft les plus populaires pour ça. Il avait un système de draft qui apparemment était hyper convaincant. Moi-même, j'ai jamais joué à Blood Rage, donc je pourrais pas vous en dire grand-chose, mais c'est vrai qu'il a une très bonne réputation, notamment pour sa facette de draft, justement. On a 5 dieux qui seront présents dans la boîte de base, en tout cas pour Blood Rage, avec Loki, Balor, Thor, Freya et Tyr, sachant que dans chaque partie, il n'y en aura toujours que 3, donc on a une assez grande modularité, rejouabilité à ce niveau-là. J'imagine que dans les extensions, j'ai un peu oublié entre-temps, il y en aura plus, hein, j'imagine, pour ajouter encore plus de rejouabilité, de modularité, puisque donc à chaque partie, vous n'en aurez que 3, et les 3 dieux qui vont être dans votre partie au moment de l'installation vont impacter aussi les cartes qui vont sortir au draft, etc., certaines conditions de scoring, etc. Ensuite, des tokens dans tous les sens, bien évidemment. Et puis vos plateaux de joueurs, on va les voir, bien sûr. Plateaux de joueurs qui seront d'ailleurs un petit peu asymétriques, hein, bien évidemment, avec tout un tas de upgrades que l'on va pouvoir ajuster ici, sachant qu'apparemment, si j'ai bien compris, les slots d'upgrade sont bien plus génériques, plus standardisés que dans le Blood Rage d'origine. Et également, si vous voulez faire des quêtes, vous devrez nécessairement les placer dans un slot vacant d'upgrade. Donc il faudra toujours laisser un petit peu de place. Si vous souhaitez faire des quêtes, il faudra garder 1, 2, 3 espaces potentiellement pour les accomplir. Donc ça c'est une gestion un petit peu, c'est pas de la ressource, mais c'est une sorte de gestion de votre tableau principal. Ne pas tout utiliser si vous souhaitez faire des quêtes, c'est un axe de développement potentiel. Voici les différentes factions, le Wolf Clan, Raven Clan, Bear Clan, etc., Un petit peu d'asymétrie avec les différentes figurines. On a bien sûr du kilo plastique, ça c'est une évidence, comme c'était déjà le cas avec Blood Rage premier du nom. On a aussi plein de monstres que l'on pourra être amené à affronter, bien évidemment. Ensuite, l'extension Road to Helheim, avec donc encore des clans alternatifs, donc encore plus de factions asymétriques, des nouveaux dieux, c'est bien ce que je disais, donc Hela, et on voit ici
j'arrive pas à voir le nom en entier, mais Heimold, je sais pas. 3 nouveaux dieux, donc encore plus de modularité, de rejouabilité, encore plein de nouvelles cartes également à drafter. D'ailleurs, au niveau des cartes et de la gestion de la défausse, il y a aussi une différence avec le jeu d'origine apparemment, si j'ai bien compris, parce que on reprendra bien sûr sa défausse une fois qu'on aura plus de cartes, mais on en gardera qu'une partie pour le prochain tour, je crois, un truc comme ça, sachant qu'à chaque tour, un nouveau dieu va venir entrer dans le jeu et modifier donc le gameplay en cours. Donc ça aussi c'est relativement intéressant. À chaque période, il y en aura donc 3. Un nouveau dieu va venir intervenir dans votre partie, et ça c'est relativement intéressant. On a aussi l'extension ici Divine Devastation, avec encore une fois plein de belles miniatures, avec les miniatures des différents dieux, du coup, hein, Thor, Freya, etc. Mais là c'est exclusivement de la diversification hein, pour cette extension-là. Les niveaux de pledge, alors c'est là aussi peut-être que les gens font un peu la move, enfin, c'est pas non plus vraiment choquant, hein, 85$ pour un pledge de base. Bon, c'est un jeu très bien produit, il y a beaucoup de figurines, beaucoup de matos à l'intérieur, c'est pas très choquant en soi. Par contre, dès qu'on ajoute les extensions, ça commence à coûter très très cher, 225$ pour prendre le all-in, on va dire, all-in de Blood Rage Valhalla. On verra qu'il y a d'autres all-in plus bas, mais bon. Le all-in de Blood Rage Valhalla, c'est quand même 225$, c'est loin d'être donné. Ensuite, on a Bifrost Bundle, qui là vous permet de mettre la main sur la totalité de Blood Rage. Donc Blood Rage premier du nom avec ses extensions, et Valhalla avec ses extensions, 389$ contre 640$ théoriquement en boutique. Ça fait une belle économie sur le papier, mais c'est quand même très très cher malgré tout. Ensuite, la totale de la collection Panthéon. Alors donc là, on a Ankh, la totale, Rising Sun, la totale, Blood Rage, la totale, Valhalla, la totale, 899$. Je sais pas qui va backer ça en vrai, parce que si on est fan de Eric Lang, on a certainement déjà plusieurs jeux, et on se dit ouais Valhalla, bon c'est une nouvelle mouture, ça quand même comporte 4-5 différences assez fondamentales avec le Blood Rage d'origine, c'est intéressant, je vais me prendre celui-ci, voilà, 225 par exemple, ou juste la boîte de base, parce que j'ai pas trop confiance, nouvel éditeur, qu'est-ce que ça va changer, etc. Bon, pourquoi pas. Mais si vous n'avez pas joué à des jeux de Eric Lang, claquer 900$ pour mettre la main sur la totale, et pas seulement les boîtes de base, mais également les extensions, ça me semble être osé. Il faut vraiment avoir beaucoup d'argent à dépenser, ou alors vous allez jouer à chacun de ces jeux, ils vous ont convaincu, mais c'était à des potes, à des amis, dans une association, que sais-je encore, et là vous vous dites, bon c'est le moment ou jamais, ça m'économise quand même 500$, c'est pas rien, allez j'y vais. Enfin quand même c'est extrêmement cher, donc je sais pas exactement à qui s'adresse ce pledge en réalité. Ensuite en add-on, on peut aller faire un petit peu du à la carte, hein, choisir quelques add-ons par-ci par-là en fonction de vos souhaits. Hein. S'il vous manque une extension que vous aviez ratée à l'époque, par exemple, c'est faisable. Même chose pour Rising Sun ou encore pour Ankh. Donc il y a de quoi se faire plaisir si on a l'argent pour. On a même Tiny Epic Vikings qui est disponible, qui est pourtant pas du tout la même gamme, c'est pas du tout le même auteur non plus, mais c'est disponible également. On avait un petit peu la totalité des pledges, des add-ons également. Le How to Play, tout à l'heure je vous ai parlé de quelques différences, j'en ai mentionné quelques-unes notamment. Elles sont en fait ici, hein, dans la vidéo de Eric Lang lui-même qui présente les 5 différences fondamentales et principales entre le Blood Rage d'origine et Blood Rage Valhalla. C'est ici que ça se passe, ça dure 4 minutes. Bon, c'est en anglais certes, mais c'est pas très complexe à suivre. Donc ouais, allez les checker éventuellement si ça vous intéresse. Les frais de port pour le Canada, 27 jusqu'à 115$, mais 115$ c'est si vous prenez le gros all-in avec tous les jeux de la collection Panthéon. Donc pour genre 900$, 115$ de frais de port, c'est pas si déconnant en vrai. Pour l'Union Européenne, 27 à 182. Pour nos amis suisses par exemple, ce serait plutôt 32 à 193. Et puis pour nous qui sommes dans le Southeast Asia, je pense, oui, on est ici, 51 à 201$ de frais de port pour la totale. Et ma foi, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. J'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent déjà au moins de nom Blood Rage. Et est-ce que vous y avez joué? Dites-le moi en commentaire. Et si c'est le cas, et même si c'est pas le cas d'ailleurs, est-ce que ce Blood Rage Valhalla vous intéresse? Qu'est-ce que vous pensez, vous, de votre côté, de ce plateau central, un petit peu au cœur des débats? Est-ce que ça vous fait penser aussi à un jeu de Cluedo? Est-ce que les différences fondamentales qui sont mentionnées dans la campagne entre le Blood Rage d'origine et Blood Rage Valhalla vous semblent suffisamment pertinentes pour justifier un pledge si vous avez déjà le jeu d'origine? Tout ça,
N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour l'instant donc 2431 backers, je pense qu'il y a une semi-déception quand même pour Tycoon Games, 676 000 $ d'engrangés ceci dit, ce qui est quand même un très beau chiffre, 26 jours avant la fin de la campagne. Et voilà, c'était donc le seul et unique dessert de cette journée, de ce menu crowdfunding 191. On se retrouve bien sûr très prochainement pour un nouveau menu crowdfunding, et je pense que d'ici là, il y aura aussi 1-2 vidéos qui seront publiées très rapidement dans la semaine à venir. Voilà, je ne vous dis pas le contenu, je ne vous dis pas le sujet, mais ça va être une vidéo assez fun, voire même plusieurs vidéos assez fun. D'ici là, prenez soin de vous, jouez bien, et puis à la prochaine.